Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, conseiller en urbanisme au service de l'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Saint-Constant. Donc aujourd'hui, je suis avec vous là, concernant la consultation publique, consultation d'ailleurs écrite qui remplace l'Assemblée publique de consultation. Concernant le projet de règlement 1661-20 visant à modifier le règlement du zonage 1528-17. Ce projet de règlement a notamment pour but d'autoriser la classe d'usage H1, habitation unifamiliale, notamment en possibilité de projet intégré. Donc, projet intégré, on parle de plusieurs bâtiments sur un même et grand terrain. Le tout dans la zone H411 et d'y inclure toutes les normes afférentes, qu'on verra plus tard évidemment. D'autoriser la classe d'usage H3, habitation multifamiliale de 4 à 8 logements, notamment en possibilité de projet intégré également, toujours dans la zone H411 et d'y inclure toutes les normes afférentes. Et finalement, d'inclure des dispositions particulières applicables à la zone H411 relativement à l'aménagement de stationnement. Vous verrez plus tard pourquoi c'est considérant, là, je vous dirais, les contraintes là, naturelles et physiques là, de la petite zone. Donc, notre zone H411, sur ce plan-ci, ce que vous voyez en vert, c'est la zone concernée. Donc, c'est des lots de forme irrégulière qui compliquent l'aménagement de stationnement. Puis également, toutes les zones contiguës là, à la zone visée là, par ce projet de règlement-là. Donc, si nous allons dans les détails, là, concernant l'autorisation des habitations multifamiliales de 4 à 8 logements et des normes afférentes, ce qu'on prévoit dans cette grille des spécifications-là de la zone H411, bon, c'est d'autoriser les usages de la classe P1, qui est les parcs, terrains de jeu et espaces naturels, autoriser des bâtiments isolés et jumelés, donc soit des bâtiments complètement détachés ou semi-détachés. Établir que les marges avant, donc la distance à respecter là, de la façade du bâtiment par rapport à la ligne de l'emprise municipale en avant et aussi de la ligne de terrain arrière, on parle de 5 mètres. Autoriser des bâtiments d'une hauteur de 2 à 4 étages. Inclure la possibilité de réaliser un projet intégré pour ce type d'habitation. Donc, comme j'expliquais d'entrée de jeu, un projet intégré, là, on parle de plusieurs bâtiments principaux sur un même et grand terrain. Évidemment, bon, puisque nous sommes à proximité de la gare Sainte-Catherine, nous avons l'obligation d'exiger une densité minimale de 40 logements à l'hectare dans cette zone-là. Donc, on parle là, vraiment, là, c'est des dispositions qui sont prévues par le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est un minimum qui est à exiger. Sinon, exiger un rapport bâti-terrain, donc l'empreinte au sol par rapport à la superficie de terrain, on parle d'un point 25, de 25 %. Le rapport plancher-terrain de 45, donc la somme des planchers versus la superficie de terrain. Et l'alinéa 7 de l'article 428 relativement aux distances minimales entre deux bâtiments ne s'appliquera pas. Donc, actuellement, dans le règlement, on exige différentes distances en fonction là, de la conception des bâtiments. C'est des dispositions qui relèvent du Code de construction du Québec, qui n'est pas de juridiction de la municipalité. Donc, c'est les architectes qui ont la responsabilité de déterminer en fonction de la conception des bâtiments la distance entre les différents bâtiments d'un projet intégré. Puis, finalement, la densité brute, là, ce que notre règlement prévoit actuellement, c'est que ça doit se calculer par terrain. Mais bon, dans l'esprit, si on veut, là, du 40 logements à l'hectare exigé par la communauté métropolitaine de Montréal, on parle de l'ensemble de la zone. Donc, on vient spécifier que la densité va se calculer dans l'ensemble de la zone. Cette zone qui comprend déjà d'ailleurs un bâtiment là, de 300 logements sur la rue Sainte-Catherine. Donc, si on veut moduler nos densités à l'intérieur de celui-ci, ben oui, on peut prévoir on peut prévoir un ou deux terrains qui vont être développés à moins de 40 logements hectares, mais dans l'ensemble de la zone H411, ce ratio-là sera respecté. Concernant la possibilité d'autoriser la classe d'usage H1, qui est l'habitation unifamiliale en structure jumelée. Donc, on va parler de résidences, de maisons semi-détachées. Encore une fois, on va permettre que ça cohabite avec des parcs. Établir que la distance de la ligne avant et de la ligne arrière de la propriété doit être de 5 mètres. De la limite latérale, donc la ligne de côté de propriété, on va parler de 1,5 mètres, donc 5 pieds. Puis, autoriser des bâtiments d'une hauteur de 2 à 3 étages et demi. Donc, ça, c'est concernant les hauteurs. Notre 40 logements à l'hectare revient encore
Le rapport bâti-terrain, le rapport plancher-terrain de 25% et 45% sont encore présents. Les dispositions particulières applicables à la zone H411, qui sont déjà en vigueur dans le règlement, évidemment, deviennent applicables pour ce type de propriété-là. Encore une fois, la densité brute se calcule à l'ensemble des terrains développés ou à redévelopper dans la zone H411 qu'on a vu en début de présentation. Et les lots individuels, donc qui ne sont pas en projet intégré, doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres, une profondeur minimale de 26 mètres et une superficie de 200 mètres carrés. Finalement, le même type de produit qui est l'habitation unifamiliale en structure jumelée et continue, avec la possibilité de le réaliser en projet intégré, donc mettre plusieurs maisons de ville, maisons jumelées de type unifamilial sur un même terrain en copropriété. On parle encore une fois d'autoriser les PAC avec ces fonctions-là. Le segment de la ligne avant et de la ligne arrière est toujours à respecter. On autorise encore une fois des bâtiments de 2 à 3,5 étages, 3 étages et demi. Notre 40 logements à l'hectare est toujours là. Le rapport plancher-terrain, le bâti-terrain, le point 25 et le point 45 demeurent applicables. La même chose pour les dispositions particulières prévues au chapitre 12, qui sont les dispositions particulières applicables à la zone H411, sont applicables pour cet ensemble de terrains-là à développer. La densité brute, comme je vous expliquais, qui va se calculer à l'ensemble de la zone pour les terrains à développer et à redévelopper. Et l'alinéa 7 de l'article 428 relativement aux distances minimales entre deux bâtiments ne s'applique pas. C'est ce que je vous expliquais par rapport aux distances entre deux bâtiments selon la conception que les architectes vont prévoir au niveau là, du degré de résistance au feu, là, des parements extérieurs, tout ça. C'est vraiment le code de construction appliqué par les architectes qui vont imposer les distances minimales à respecter. Puis le tout est conditionnel aussi là, à l'approbation du conseil municipal via une démarche en vertu du règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale qui est applicable également dans le secteur. Concernant ce projet de règlement-là, il y a l'article 1173 du chapitre 12. Donc, le chapitre 12 qui est applicable. Le chapitre 12, c'est la section 12.7.2, la section 12.7.2, pardon, qui est applicable spécifiquement à cette zone-là. Il y a un nouveau libellé qui est prévu, qui spécifie là, que dans la zone H411, dans le cas d'une habitation unifamiliale, jumelée ou contiguë, les dispositions relatives à l'emploiement des aires de stationnement devant le bâtiment principal ne s'appliquent pas. Donc, ce qu'on veut signifier par ici, c'est qu'habituellement, on accepte qu'un maximum de 3 mètres devant la façade d'une maison soit consacré à une entrée charretière, à une aire de stationnement. Dans ce cas-ci, on est dans un milieu plus étroit, densifié à l'horizontale, donc ce norme-là ne s'applique pas, mais demeure assujetti au règlement sur les plans d'intégration architecturale. Donc, c'est l'application-là qui est mal adaptée pour le secteur qu'on retire. Mais cette norme-là est très bien applicable dans l'ensemble des secteurs de la ville là, déjà construits. C'est vraiment dans un secteur où c'est plus dense que cette norme-là est difficilement applicable. Donc, évidemment, à l'exception des dispositions relatives au stationnement qu'on vient de discuter, l'ensemble du projet de règlement est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, ceux qui veulent réclamer une procédure d'approbation référendaire pour cette zone-là ou les zones contiguës à la zone H411 qui ont été illustrées dans cette présentation-ci dans la vie publique, doivent transmettre au greffier de la municipalité une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de cette consultation écrite-là qu'on réalise ensemble aujourd'hui, le Conseil adoptera un second projet de règlement et, s'il y a lieu, incluant des changements par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. Ce second projet de règlement fera l'objet d'un second avis public également qui indiquera les dispositions assujetties aux personnes appelées à voter, plus quelles sont les personnes qui peuvent compléter une demande à cet effet. L'endroit approximatif de la zone ciblée ainsi que des zones contiguës sera identifié. Le délai pour la transmission des demandes des personnes appelées à voter également seront précisés dans cet avis public-là. Et toute personne qui, à la date d'adoption du second projet lors d'une séance conseil municipal, n'est frappée d'aucune incapacité à voter et qui remplit une des 3 conditions suivantes, pourra être habile à signer une demande. Une des 3 conditions respectées. Évidemment,
Le signataire doit être propriétaire dans les zones concernées ou contiguës, domicilié dans la zone concernée ou contiguë à la zone H411, ou occupant une place d'affaires de la zone H411. Donc, dans la 411, dans les zones contiguës à la 411, tel qu'identifié aujourd'hui dans la présentation. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront également énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou de la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une personne doit indiquer clairement les dispositions qui font l'objet de... Une demande doit indiquer, clairement la disposition qui en fait l'objet de la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter. Et en plus, doit contenir la signature, là, la signature avec l'adresse des demandeurs de la procédure. Donc, c'est ce qui complète cette assemblée publique de consultation, cette consultation écrite qui remplace l'assemblée publique. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et au plaisir. Merci, au revoir.